Massa al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission TGI Talk. Ce soir, je reçois M. Hamza Fassi-Fihri, le nouveau président du Parlement francophone bruxellois. C'est Hamza Fassi-Fihri, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, Hamza Fassi-Fihri, vous êtes le nouveau président de ce fameux Parlement francophone bruxellois. Alors, de quoi il s'agit? Parce qu'il y a le Parlement fédéral, etc. Alors, en Belgique, il y a 7 parlements. Et c'est un État fédéral. Ça veut dire, pour faire simple, que chaque niveau de pouvoir, chaque parlement dispose d'une partie des matières dont s'occupe un pays en général. Donc l'État fédéral garde des compétences évidemment très importantes, qui sont les compétences régaliennes, donc la justice, l'intérieur, la sécurité, la défense nationale, mais aussi la sécurité sociale et beaucoup d'autres choses encore. Mais les différents niveaux de pouvoir qui sont en dessous du fédéral gardent aussi des choses qu'ils font eux, mais qu'aucun autre ne le fait. Donc chaque parlement est complémentaire des autres. Le Parlement francophone bruxellois, c'est un parlement qui s'occupe des matières qu'on appelle personnalisables, c'est-à-dire des matières qui s'occupent de la personne humaine et qui concernent les francophones qui habitent Bruxelles. Alors, ce sont les matières comme la culture, comme l'enseignement professionnel, la formation professionnelle, l'aide aux personnes handicapées, le sport. Juste pour bien comprendre, M. Fassi-Fihri, quelle est la différence entre le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et le Parlement francophone bruxellois? Le Parlement de la région bruxelloise, la région bruxelloise est bilingue. Donc il y a les néerlandophones et les francophones. Et le Parlement régional s'occupe par exemple des questions de mobilité, les questions d'économie, les questions de logement, où là, la question linguistique ne se pose pas. Quand on construit un immeuble, peu importe de savoir si celui qui le construit ou celui qui habite dedans parle X ou Y langue. Tandis que quand on s'occupe de matières qui sont liées à la personne, comme l'enseignement, on s'intéresse à la langue d'enseignement. Quand on parle de culture, évidemment qu'il est question de la langue qui véhicule la culture. Et c'est pour ça que les matières qui concernent les 2 langues nationales, c'est le Parlement régional qui est bilingue, et les matières qui concernent une seule des langues, eh bien c'est le Parlement francophone et le Parlement néerlandophone. Alors, de quoi est composé ce Parlement francophone bruxellois? De quels députés? Parce que est-ce que ce sont les mêmes députés qui siègent dans le Parlement bruxellois? Exactement. Donc ce sont les mêmes parlementaires, mais selon leur langue, eh bien, ils sont en même temps membres du Parlement régional quand il s'agit des questions bilingues, et quand il s'agit des questions unilingues, ils se regroupent dans le Parlement francophone ou bien dans le Parlement néerlandophone, mais ce sont les mêmes parlementaires. Alors il y a un autre Parlement néerlandophone bruxellois, c'est ça? Exact, voilà. Et qui est présidé par Jean-Luc Van Raas. De quel parti politique? Qui est de l'Open VLD. C'est le parti libéral flamand, on va dire. Alors vous êtes CDH? Exactement. De centre? Démocrate, humaniste. Et donc c'est un parti centriste qui porte des valeurs d'humanisme, c'est-à-dire l'investissement dans le capital humain. C'est pour ça que comme président du Parlement francophone, je suis assez heureux non seulement d'occuper une fonction importante qui donne une responsabilité importante, mais aussi comme humaniste qui me permet de travailler directement avec les matières qui concernent le capital humain. Nous disons au CDH, pour que la société de demain soit meilleure, il faut dès aujourd'hui investir principalement, d'abord et avant tout, dans ce qui fait la personne humaine et son épanouissement. C'est l'école, c'est les familles, c'est l'enseignement et c'est tous les espaces d'investissement où un enfant, un jeune et un adulte peuvent s'investir, c'est-à-dire l'associatif principalement, la culture, le sport. Alors maintenant que vous êtes président du Parlement francophone bruxellois, est-ce que vous gardez aussi votre casquette de député bruxellois? Oui, comme je vous ai dit, en fait, le Parlement régional et le Parlement francophone, communautaire, se réunissent une semaine sur 2. Une semaine sur 2, c'est l'un, une semaine sur 2, c'est l'autre. Donc ce sont les mêmes casquettes, ce sont les mêmes personnes qui siègent à tour de rôle pour les questions bilingues et pour les questions unilingues. Une semaine sur 2. Il faut reconnaître, M. Hamza Fassi-Fihri, que notre pays est quand même compliqué. La Belgique est un pays compliqué, mais c'est le prix de la démocratie. Ce sont les citoyens, à juste titre, qui ont demandé à un moment à ce que les autorités publiques qui les représentent les servent de la meilleure manière qui soit. Et pour servir quelqu'un dans sa langue maternelle, eh bien, on ne va pas servir un francophone et un néerlandophone de la même manière. Donc, c'est le prix de la démocratie. C'est vrai que c'est compliqué, mais notre rôle à nous, et c'est une de mes priorités pour l'année qui vient, pour la dernière année de la législature, c'est précisément de rapprocher les citoyens de leur Parlement et de rapprocher le Parlement des citoyens qu'il est censé servir. Nous allons investir pas mal de nos moyens en tant que Parlement, donc indépendamment des débats politiques, on va essayer d'investir nos moyens en tant que Parlement, qu'institution démocratique, pour aller faire le tour des différents quartiers, pour rencontrer des élèves dans les écoles, pour faire le tour de l'associatif. Pour leur expliquer aussi ce que c'est que ce Parlement
francophone bruxellois, parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Donc, Tout à fait. il y a du travail à faire. Il y a du Alors, vous travail. étiez échevin de la ville de Bruxelles, échevin de la culture, et vous ne l'êtes plus. On peut dire que le PS a mis le CDH à la porte aux Ça, pour moi, dernières c'est élections communales. C'est déjà du passé, les élections communales sont derrière, les résultats étaient là, le CDH a fait le deuxième score de la commune, de la ville de Bruxelles, nous étions le deuxième parti, nous sommes restés le deuxième parti. Maintenant, il y a effectivement des alliances politiques qui se sont faites et défaites. Pour moi, c'est du passé. Moi, je regarde l'avenir, je regarde effectivement ma fonction maintenant de responsable au niveau de ce Parlement, mais je continue à m'investir. Alors aujourd'hui, auprès des citoyens vous êtes bruxellois. dans l'opposition à la ville de Bruxelles, le CDH est dans l'opposition. Comment sont vos contacts avec le PS ? Ben, ils sont bons, c'est-à-dire qu'on a beau être dans l'opposition et eux dans la majorité, nous sommes des partis démocratiques et démocrates. L'opposition est une nécessité dans une démocratie. On ne peut pas faire une démocratie où l'opposition n'existe pas. Oui, mais vous regrettez quand même de ne plus être dans la majorité de la ville de Bruxelles. Oui, Monsieur Tigini, ici c'est pour dire que c'est mieux la majorité que l'opposition. Bien sûr que c'est mieux la majorité que l'opposition. Les partis politiques ne militent pas pour essayer de convaincre les citoyens pour être dans l'opposition. On veut être dans la majorité. Mais lorsque nous n'y arrivons pas, soit parce que nous n'avons pas eu le soutien de la population, ce qui n'est pas le cas ici, soit parce que les partis ont fait d'autres alliances, eh bien alors on s'investit dans l'opposition. Churchill disait, le devoir de l'opposition, c'est de s'opposer. Voilà. Et nous essayons donc d'être constructifs dans notre opposition. Alors, Céline Frémont, votre collègue du CDH, est devenue ministre de l'Emploi à la région de Bruxelles-Capitale. Ce n'était pas un poste que vous convoitiez, parce que vous étiez également échevin de l'emploi à la ville de Bruxelles. C'est une matière que vous connaissez très bien. Oui, je connais bien les matières d'emploi, de formation aussi d'ailleurs, d'économie en général. Je suis très heureux que ma collègue Céline Frémont assume cette compétence et cette fonction importante. Le ministre de l'Emploi à Bruxelles, il a des défis importants. Et donc je suis à 100% derrière elle. Et je crois que c'est la meilleure personne qui pouvait assumer cette fonction. Et donc je salue le choix de Benoît Parce qu'au Lucier. CDH, on a entendu qu'on hésitait entre vous et Céline Frémont. Et finalement, c'est Céline Frémont qui a Je ne sais pas ce emporté que les uns et le les autres poste. disaient dans les couloirs. Moi, je constate que Benoît Lucier a fait un bon choix. On soutient derrière, on est tous derrière Céline Frémont. Et là, des enjeux qui ne sont pas faciles comme On ne peut pas dire que ce poste de président du Parlement francophone n'est pas finalement qu'une consolation pour vous, alors que vous étiez peut-être destiné à occuper le poste de Céline Frémont à la Je ne sais région. pas si vous essayez de faire dire quelque chose. Moi, je constate pas du tout ça. Je constate qu'on a toujours travaillé, Céline et moi, ensemble. Nous sommes un peu la génération que Joëlle Milquet avait lancée quand elle était présidente de parti. Benoît Lucier, aujourd'hui, comme président du CDH, continue de soutenir le renouvellement des cadres dans le parti CDH. Et je crois que c'était un bon choix parce qu'il faut toujours être à l'écoute de la population et renouveler les générations. C'est une manière d'être à l'écoute. Maintenant, peut-être pour quelque chose de plus concret et à mon avis peut-être plus intéressant pour les personnes qui nous font le plaisir et l'honneur de nous regarder, comme parlementaire, je travaille main dans la main avec Céline Frémont. Je viens de déposer au Parlement une proposition qui, j'espère, sera votée avant l'été et qui va essayer de lutter contre le phénomène important de discrimination à l'embauche que malheureusement nous connaissons encore beaucoup à Bruxelles. Et c'est un phénomène pour lequel il faut que toutes les énergies soient focalisées pour pouvoir le régler. Alors parlez-nous justement de cette proposition de résolution. De quoi il s'agit exactement? Vous voulez lutter contre la discrimination à l'embauche? Donc c'est une mesure, voilà, c'est une mesure très concrète que je mets sur la table au Parlement. Je pense la majorité m'a déjà donné l'accord pour soutenir cette mesure et j'espère qu'elle sera votée avant l'été. La majorité PS Écolo. PS Écolo, VLD, CDNV. Voilà, pour les partis flamands. Pour les partis flamands. Et CDH, bien entendu. Et donc, cette mesure, c'est quoi? Très concrètement, une entreprise aujourd'hui qui veut obtenir un contrat avec le pouvoir public, je donne un exemple simple. Une école doit refaire son toit parce qu'il y a des travaux qu'il faut refaire. Elle fait appel à une entreprise. Ça passe par un marché public. Donc on fait des devis et on choisit une entreprise. Aujourd'hui, pour choisir telle entreprise plutôt que telle autre, l'école en question va prendre l'entreprise la moins chère. C'est normal. Il faut mieux gérer l'argent public. Et donc on va choisir l'entreprise la moins chère. Aujourd'hui, je dis qu'il faut ajouter une condition supplémentaire. L'entreprise qu'on va choisir en tant qu'école pour refaire le toit de l'école, ça ne doit plus uniquement être la moins chère, ça doit être la moins chère et, parmi celles qui sont les moins chères, celle qui fait la promotion de la diversité, celle qui engage des gens de toutes les origines. Pourquoi? Parce que l'argent qui va payer l'entreprise, c'est l'argent de tous les Bruxellois. Et les Bruxellois, ils sont de toutes les origines. Alors comment on va contrôler ce recrutement? J'explique juste jusqu'au bout la mesure. C'est normal que l'argent public, qui est l'argent de tous, puisse servir l'intérêt de tous.
Et l'intérêt de tous aujourd'hui à Bruxelles, c'est l'emploi. Alors comment vous allez contrôler que toutes les catégories de la population? Comment, je ne sais pas quelles mesures vous allez mettre sur pied pour contrôler, ou quels critères pour contrôler que cette société engage effectivement des personnes de toutes les origines? Alors ça, on raccroche la mesure à quelque chose qui existe, qui a été lancé par Benoît Serex, qui était l'ancien ministre CDH de l'Emploi, qui s'appelle la Charte pour la diversité. Les entreprises signent un document, une charte, dans lequel cette entreprise s'engage à faire la diversité dans son personnel. Et Actiris est là pour soutenir cette entreprise. Il y a un incitatif financier pour cette entreprise. Vous savez, avec ces chartes, tout le monde signe les chartes et finalement, il n'y a pas de contraintes. Et donc, vous il y a pouvez pas de signer la résultat. charte et ne rien faire, alors ça. vous n'avez pas l'incitatif financier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ça l'intérêt de ma mesure, c'est qu'on demandera à une entreprise, quelque entreprise que ce soit, qui veut un contrat avec le pouvoir public, de signer la charte et donc de pouvoir rentrer dans les conditions de la charte. Pas de signature de la charte, pas de contrat. C'est aussi simple que ça. Donc ce n'est pas un contrôle a posteriori, c'est un contrôle à l'avance. Une entreprise qui veut réparer le toit d'une école, non seulement elle doit introduire un devis avec le cahier des charges, etc., mais elle doit signer la charte. Et cette charte, c'est un engagement pour faire la promotion. Mais dans ce genre de secteur économique, les gens ou les entreprises essayent de recruter des gens compétents. Alors là, vous leur demandez d'engager des gens d'une origine particulière, ou de toutes les origines, on va dire. De toutes les origines. De toutes les origines. Est-ce que vous n'handicapez pas l'entreprise? Parce qu'au lieu de chercher des personnalités compétentes, elle serait obligée de chercher des personnalités de telle origine ou de telle origine pour équilibrer son staff. Oui, ça c'est une question fondamentale. Et moi, mon approche, d'abord, elle n'oblige pas l'entreprise. Une entreprise qui ne veut pas, elle a le droit de ne pas engager dans la diversité. Mais qu'elle ne compte pas sur l'État pour lui donner un contrat qui est payé par les impôts de tout le monde. Ce sont des impôts de tous les contribuables. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vrai, vous avez raison, l'entreprise va chercher d'abord la compétence. En tout cas, c'est ce qu'elles disent officiellement. Mais moi, je veux mettre les entreprises devant leurs responsabilités. Ce sont des partenaires de l'État, et en plus, dans le cas ici, ce sont des clients de l'État. C'est normal que l'État puisse donner des conditions à celui qui va aller donner le service à l'État. Et donc, je mets les entreprises devant leurs responsabilités. Si vous voulez engager des personnes compétentes, participez à côté de l'État à améliorer la formation. La formation, aujourd'hui, elle est financée en partie par les pouvoirs publics, mais les entreprises doivent aussi donner des moyens aux formations. Elles ne le font pas. Elles ne remplissent pas leurs obligations en matière de formation, en matière d'accueil de stagiaires, en matière de promotion de la formation professionnelle. Et donc, moi, je dis aux entreprises, investissez et vous allez gagner en investissant. Mais donc, si une entreprise, je vais avec vous jusqu'au bout, plus ou moins, si une entreprise ne trouve pas de personnes compétentes dans des personnes d'origine asiatique. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, est-ce qu'elle vous fait un rapport pour dire qu'elle a cherché, qu'elle n'a pas trouvé, et donc elle peut bénéficier du soutien public, ou je ne sais pas comment vous allez contrôler tout ça. Donc, le système de contrôle, comme j'ai dit tout à l'heure, existe déjà avec Actiris. Ce sont les plans de diversité. Donc, une fois qu'une entreprise signe une charte de la diversité, elle rentre dans un processus. Et ce n'est pas un processus rigide. Le but n'est pas de rendre les gens fous ou de tomber dans la bureaucratie qui empêche l'activité économique qui elle-même crée de l'emploi. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un processus. Et ce processus existe déjà aujourd'hui. Je signe la charte, je remplis un plan de la diversité, donc je me donne le temps pour faire de la diversité en interne. Actiris est là pour accompagner, pour donner des outils, pour peut-être aider les personnes, les entreprises à mieux chercher des personnes dans différentes catégories de la population. Donc ça se fera en collaboration avec Actiris. Bien entendu, bien entendu. Et donc ici, la force de la mesure, c'est de dire l'argent public, contrairement à... On dit souvent l'argent n'a pas d'odeur. Moi je dis l'argent n'a peut-être pas d'odeur, mais il a une couleur. Et il a la couleur de la diversité. Et donc c'est vraiment un principe pour dire, vous voulez l'argent public ? N'oubliez pas que l'argent public, c'est l'argent de tous les citoyens. C'est l'argent des impôts de tous les contribuables. Ils ont le droit que leur argent leur serve en retour. On reste dans le domaine de l'emploi. Vous avez également déposé, en tant que député bruxellois cette fois-ci, une proposition d'ordonnance pour la création d'une mission locale spécifique pour les artistes. Oui, ça c'est original, ça. C'est original, effectivement. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui sur le champ bruxellois. Les métiers de la création, comme on les appelle, l'économie mauve, ça c'est un peu le nom sympathique de ce secteur économique. C'est le secteur économique en Europe qui a la plus forte croissance en termes de création d'emplois. On pourrait penser que c'est un petit secteur de rien du tout. Pas du tout.
L'audiovisuel d'ailleurs, votre chaîne de télévision, elle fait partie de ce secteur économique. C'est les artistes, mais aussi les métiers de la création. Et les métiers de la création, on retrouve l'audiovisuel, la publicité, l'architecture, le design, le dessin industriel, etc., etc. Donc c'est un secteur assez large. Et c'est le secteur le plus dynamique aujourd'hui en matière de création d'emplois en Europe. Et à Bruxelles, c'est un secteur qui ne trouve pas encore, qui ne transforme pas ce potentiel en réalité. Et moi, j'ai envie d'aider ce secteur à devenir un vrai secteur comme partout ailleurs en Europe. Et une manière de le faire, c'est de pousser les artistes et les personnes qui sont dans les métiers de la création, comme l'audiovisuel ou la publicité, à trouver de l'emploi. Et donc pour ça, il faut un guichet d'accompagnement, un guichet unique, qui aide ces personnes qui sont dans un métier très particulier. Et vous le savez mieux que moi, vous êtes vous à la tête d'une chaîne de télévision. Vous savez que c'est pas faire fonctionner une télévision, c'est pas comme faire fonctionner une entreprise classique. Donc ça nécessite des compétences particulières, une adaptation rapide à la société et au marché. Et donc il faut qu'on accompagne ce secteur de manière spécifique. Ma proposition ici que je dépose au Parlement, c'est précisément pour permettre à tous les métiers de la création et aux artistes aussi d'ailleurs, eh bien d'avoir cet accompagnement particulier pour qu'ils puissent avoir un emploi et participer à cette création. Parce qu'on connaît les missions locales, c'est plutôt des missions qui se trouvent dans chaque commune. Et là, donc, ce serait une mission régionale ou comment ça se passe? Exactement, donc ce serait une ou deux en réalité, parce qu'il y a un projet pilote et là on pourrait avoir un deuxième qui est en constitution maintenant, une ou deux structures au niveau de toute la région qui serviraient de guichet pour accueillir tous les artistes et les créateurs. Quand aujourd'hui, pour vous donner un exemple simple, quand aujourd'hui un organisateur d'événements artistiques ou un artiste, un musicien par exemple, qui est au chômage, il va chez Actiris, comme tous les demandeurs d'emploi qui vont chez Actiris. Et la personne derrière le guichet Actiris va lui dire monsieur, votre CV, vous êtes musicien, j'ai pas d'offre d'emploi pour vous. Et il ne sait pas comment traiter un musicien. Un musicien, c'est pas chez Actiris qu'il va trouver son emploi. Les artistes, ils trouvent pas leur emploi chez Actiris, ils trouvent leur emploi comment ? Par le bouche à oreille, par des commandes qui sont passées par des organisateurs d'événements. Et donc, il faut pouvoir faire rencontrer l'offre d'emploi artistique et la demande d'emploi artistique. Et vous avez parlé d'une mission pilote, d'un projet pilote qui existe déjà ou qui est en train ? Qui existe, oui. C'est une expérience pilote qui se fait à Schaerbeek, qui fonctionne assez bien d'ailleurs. Uniquement pour les artistes schaerbeckois ou bien pour tous les artistes ? Qui est ouverte a priori pour tout le monde, mais ils ont déjà des listes d'attente. Ça marche tellement bien qu'ils ont déjà des listes d'attente. Donc ils n'arrivent pas à répondre à toute la demande. Donc il y a une demande. Il y a une demande forte. Donc il y a une deuxième expérience pilote qui va naître bientôt. Et ma proposition, il n'y a pas encore de localisation. Ils sont en train d'avoir le financement d'Actiris pour pouvoir passer à l'étape de concrétisation. Actiris a donné un accord de principe. Et donc ma proposition, c'est d'essayer de pérenniser ces initiatives-là pour qu'elles soient une fois pour toutes reconnues comme des agents d'accompagnement sur le marché du travail. Vous avez parlé de la télévision tout à l'heure. On va parler de l'affaire Trulmans. C'est une actualité. C'est ce monsieur météo de RTL TVI qui a posté sur sa page Facebook des propos racistes et islamophobes ou anti-musulmans. Il a d'ailleurs été licencié par RTL TVI. Je ne sais pas, vous avez un commentaire ? Bien sûr. Et au-delà du cas de Trulmans, que je trouve vraiment inacceptable, moi, je trouve que le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui à Bruxelles et en Europe de manière générale est un contexte qui est de plus en plus difficile par rapport à la diversité précisément. Tout à l'heure, on parlait de la diversité et de l'emploi pour les gens de la diversité. C'est encore plus aujourd'hui important qu'hier parce que le contexte devient difficile pour la diversité. Vous sentez comme moi, j'en suis convaincu, cette vague de populisme, d'islamophobie, de racisme qui existait avant. Mais on a l'impression que c'est banalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde se sent libre, sans risque d'être attaqué au pénal ou sans risque d'être stigmatisé pour des propos qui sont inacceptables. Il y a des gens qui se sentent libres de dire l'islam pas chez moi, tous les musulmans sont ceci, les arabes sont cela, etc. Mais ça ne va pas. Nous sommes où ici ? Nous sommes dans une situation, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays démocrate, nous sommes en Europe qui est quand même un berceau de la civilisation, de l'égalité des droits et de la Charte universelle des droits de l'homme, et on voit qu'il y a des mouvements de recul. Ça ne va pas. Alors il faut que le pouvoir public, du fédéral jusqu'à l'échelon communal, fasse le maximum, d'abord pour attaquer en justice tout ce qui est pénal, de 1, mais de 2, pour travailler sur la sensibilisation. On va faire comment ? Alors, ce sont des gens qui se retrouvent dès l'enfance à l'école et ils sont dans des classes séparées dans les écoles. Et vous pensez que
en commençant en étant dans des classes séparées à l'école. Un jour, quand ils seront adultes, ils vont être côte à côte et que tout se passe bien. La sensibilisation doit se faire à toutes les échelles. Et donc, je lance vraiment un appel, et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens, et ce n'est pas une question politique, tous les partis disent ça. Mais il faut que ce soit plus que des paroles, il faut que ce soit des actes concrets. Alors, vous un des pensez actes que concrets, dernièrement... c'est l'emploi. Et je reviens à ma mesure, pardon, parce que je fais le lien avec la mesure. C'est l'emploi, et c'est l'emploi pour tous, en luttant contre les Bien discriminations. sûr, mais il n'y a pas que l'emploi, vous en convenez. Mais est-ce que vous pensez, d'après ce que j'ai compris, que lorsqu'il s'agit de critiquer les musulmans ou les arabes, la parole est libérée dans cette société? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? C'est plus facile de critiquer les musulmans En tout cas, j'ai l'impression que ce soit des responsables politiques ou que ce soit des personnes qui ont un rôle public, pour reprendre le cas de M. Trulmans, eh bien, il y a une parole libérée pour des choses qui sont illégales. Le racisme est illégal. C'est contre la loi. C'est pénal. On peut attaquer en justice. Comment est-on arrivé à ça? À ce que le fait de critiquer les musulmans devient tout à fait normal, tout à fait banalisé. Est-ce que la presse, par exemple, les médias de manière générale ne font pas leur travail dans ce sens? Il y a plein de raisons. On peut trouver énormément d'explications. Ça peut être utile à un moment donné, mais moi je pense qu'on n'est pas ici à chercher les explications. Je pense qu'il faut agir. Et donc le Centre pour l'égalité des chances, qui a rendu son rapport il y a 2 semaines ou 3 semaines, doit agir davantage encore et prendre des initiatives. Davantage de prise d'initiative et pas uniquement réagir sur des plaintes. Ça, c'est un. 2, il doit être proactif, c'est ça ce que vous voulez dire? Davantage proactif en s'associant à de l'associatif. Et je salue d'ailleurs toute une série d'associations qui s'organisent pour faire quelque part un travail que le pouvoir public n'a peut-être pas fait suffisamment. Pour faire des statistiques sur les actes islamophobes, pour faire des rapports sur les actes islamophobes, xénophobes de manière générale. Et ces gens doivent pouvoir travailler ensemble. Hein, je pense à une association en particulier, Muslim Rights Watch, qui est en Wallonie, mais qui a, je pense, une antenne maintenant active sur Bruxelles, et qui fait ce travail qui permet d'avoir une objectivation de la réalité. Et c'est important d'avoir l'objectivation pour pouvoir alors mesurer et prendre des initiatives. 3 noms, je vais vous demander de les commenter. 3? Je vais vous donner 3 noms. Oui. Je vais vous demander de les commenter. Je vais commencer par Joëlle Milquet. Un commentaire en général, c'est une excellente ministre de l'Intérieur. Elle fait un travail difficile pour pallier à 10 ans d'insuffisance libérale à cette fonction importante. On entend beaucoup les libéraux parler de sécurité. Je rappelle qu'ils ont eu pendant 12 ans le ministère de l'Intérieur. C'est là qu'on fait les politiques de sécurité. 12 ans de libéraux au ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, elle pallie ces insuffisances. Je pense notamment à la lutte contre les radicalismes, tous les types de radicalisme, y compris d'ailleurs le radicalisme islamiste, hein, pas musulman, mais islamiste, donc qui a une approche anti-cohésion sociale. Il n'y avait rien qui s'est fait au niveau fédéral du temps des libéraux. Et là, Joëlle Milquet prend tout un plan de lutte contre le radicalisme pour éviter qu'à l'avenir, on ait des situations malheureuses comme celles qu'on a connues avec des jeunes qui se retrouvent mineurs, embrigadés sur des fronts de guerre où ils n'ont rien à faire là-bas. En Syrie, par exemple, justement par rapport à ce dossier, Joëlle Milquet a été critiqué par des politiques et dans la presse sur ce plan de lutte contre les radicalismes. Oui, j'ai entendu effectivement Didier Reynders critiquer Joëlle Milquet en disant qu'il ne disposait pas d'une liste et d'autres libéraux, hein, du CARM et on sait que ce sont que des libéraux qui l'ont critiqué. Ce que j'ai vu dans la presse, en tout cas, c'était, pour les noms, c'était effectivement des élus libéraux. Mais moi, je pense, et je le déplore évidemment, je pense que c'est un espèce de jeu politicien pour essayer de cacher l'absence de politique contre le radicalisme qui aurait pu être prise il y a bien longtemps par les libéraux et qui ne l'ont pas fait. Charles Piquet, le ministre-président sortant de la région de Bruxelles-Capitale, PS, vous avez travaillé avec lui, vous étiez député. Absolument, c'est un homme qui a réussi quelque chose d'assez rare en politique. C'est un homme qui a réussi à dépasser les clivages politiques de partis pour incarner l'image de Bruxelles auprès de tous les Bruxellois. Et c'était important parce que, une petite seconde d'histoire, la région bruxelloise existe depuis pas très très longtemps. On va fêter les 25 ans en 2014. Et donc, il a fallu faire la place à Bruxelles. Avant la région bruxelloise, qui décidait de l'avenir de Bruxelles? Qui décidait des politiques urbaines, du logement, du ramassage des immondices? Qui faisait ça? C'était l'État fédéral. C'était fait par des Wallons ou des Flamands qui, du coup, utilisaient Bruxelles non pas dans l'intérêt des habitants de Bruxelles, mais qui utilisaient Bruxelles pour l'intérêt des navetteurs, des Wallons et des Flamands. Il était un bon ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale ou pas?
Alors, en tout cas, il a réussi à donner sa place à Bruxelles, collectivement, évidemment, avec beaucoup de gens autour Donc de lui. globalement, il a réussi sa mission. Et donc, il a réussi en tout cas une mission importante. Une note c'est sur la 10. reconnaissance. Une note sur on va vous faire aimez du bien vrai vous boss. inspirer des émissions Bien sûr, parce de que nos le vrai collègues, boss, c'est un maître. de vos collègues d'autres chaînes. Je lui donnerai 7 sur 10. 7 sur 10. Et j'en profite pour saluer Pascal Vrébos, Ouais, qui voilà. est pour nous aussi. Votre collègue. Ah oui, de proportion gardée, plutôt un professeur. Alors, Didier Reynders, justement, les libéraux. Oui, à quel niveau Il vous est voulez le nouveau commentaire, homme fort des libéraux bruxellois. Oui, c'est pour la boutade, c'est un Liégeois qui vient à Bruxelles. Quand et vous êtes donc, méchant ici. non, c'est un Liégeois qui vient à Bruxelles Oui, mais pourquoi vous rappelez son origine liégeoise? parce qu'il Il essaye... est à Bruxelles aujourd'hui, il s'investit à Bruxelles. Absolument. Pour les Bruxellois. Et d'ailleurs, il connaît Eh ben très bien justement, Bruxelles. eh ben justement, pour les Bruxellois, moi je souhaite que Didier Reynders s'investisse dans l'intérêt des Bruxellois. Il a été ministre au fédéral depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Depuis plusieurs années, Or, une dizaine d'années Voilà. Or, Bruxelles demande des choses au fédéral. Et on l'a rarement entendu, lui, en tant que ministre fédéral, vice-premier ministre, défendre les intérêts de Bruxelles. Je donne un exemple concret pour les personnes qui nous regardent. La SNCB, les chemins de fer, c'est fédéral ça. Et ils ont un plan d'investissement pour la Wallonie, pour Bruxelles, mais aussi pour la Flandre, mais aussi pour Bruxelles. On a besoin de la SNCB pour le RER. On a besoin de la SNCB pour que... Mais quel les rapport avec Bruxellois- Didier Reynders? Ben, j'y viens, je vais y venir. On a besoin de la SNCB pour que les gares bruxelloises soient rénovées, pour que la circulation entre gares bruxelloises puisse être utilisée par les Bruxellois. Pour aller de Mézères jusqu'à Uccle, c'est 12 minutes en chemin de fer. Aujourd'hui, maintenant. Tous les Bruxellois peuvent le faire. Et ça évite tous les bouchons, etc. Donc on a besoin de la SNCB à Bruxelles. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Et mon reproche à Didier Reynders est direct là-dessus. On constate que le MR, et Didier Reynders en particulier, ont voté contre la possibilité de la SNCB pour investir dans Bruxelles. Ils ont validé un plan d'investissement de la SNCB qui reporte le RER à 2025. Mais qu'on ne vienne pas se présenter comme leader dans l'intérêt de Bruxelles quand vous rejetez le RER à 2025. Didier Je ne Reynders connais aurait été malheureusement pas le inspiré. dossier, mais je vais inviter Didier Reynders pour nous donner son point Et de vous vue. lui demanderez alors pourquoi le MR a accepté un plan d'investissement de la SNCB qui rejette le RER jusqu'à 2025. Ce sera fait. Hamza Fassiveri, président du Parlement francophone bruxellois. Vous êtes CDH. Je vous remercie d'être venu. Merci ce pour soir. l'invitation. Et quant à moi, chers amis, سيداتي وسادتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني تولك. مع السلامة.